Bonjour! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte assez incroyable, écrit il y a plus de 450 ans par un adolescent français, Étienne de la Boétie. Et ce texte pose une question vraiment dérangeante sur le pouvoir, qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Alors voilà le truc qui fascinait la Boétie. Le vrai mystère, ce n'est pas de savoir pourquoi les tyrans veulent le pouvoir. Non, la vraie question c'est pourquoi est-ce que les peuples acceptent d'être dominés? Comment c'est possible qu'un million de personnes se soumettent? Comme ça, sans y être forcément forcés par les armes, mais juste par une sorte de fascination. Rien que le titre de son essai, c'est un choc. Le discours de la servitude volontaire. Servitude et volontaire. C'est une contradiction totale, un oxymore. Comment est-ce que la soumission la plus absolue peut venir de notre propre volonté? C'est vraiment le cœur de toute sa réflexion. Bon, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par se demander, mais d'où vient le pouvoir, le vrai pouvoir d'un tyran? Et là, l'argument de la Boétie est radical. Il nous dit qu'un tyran, en soi, n'a aucun pouvoir. Il n'est qu'un homme. Sans pouvoir, il ne fait que l'emprunter. C'est nous qui le lui donnons. Chaque œil qui nous espionne, chaque main qui nous frappe, eh bien c'est nous qui les lui avons fournis. Donc sa conclusion est brutale. Le peuple n'est pas juste une victime passive. En fait, en choisissant de servir, il se fait du mal à lui-même. C'est comme s'il consentait à son propre malheur, ou pire qu'il le recherchait. C'est le peuple qui s'enchaîne tout seul. D'accord, mais alors comment est-ce qu'un système pareil peut tenir debout? La Boétie a identifié un mécanisme bien précis, ce qu'il appelle le ressort et le secret de la domination. Alors tout en haut de la pyramide, bien sûr, il y a une seule personne, le tyran. Sauf que ce tyran n'est jamais vraiment seul. Il est toujours soutenu par une petite poignée de gens, 4, 5, 6 personnes, son cercle rapproché. Ce sont ses complices, ses confidents, ceux qui profitent directement de son pouvoir et qui l'aident à le garder. Et c'est là qu'on voit se dessiner cette pyramide des intérêts. Ces 6 personnes en ont 600 autres sous leurs ordres, qui eux aussi en profitent. Et ces 600 en tiennent 6000 autres, et ainsi de suite. Ça crée une immense chaîne de dépendance. Chacun tient celui qui est en dessous de lui pour garder ses petits avantages. Finalement, ce ne sont pas les gardes du corps qui protègent le tyran, mais des millions de gens qui se tiennent les uns les autres par cette corde. Ok, on a vu la structure. Maintenant, il faut se demander pourquoi, psychologiquement, les gens acceptent de jouer ce jeu. Les tyrans, ils sont malins. Ils ont tout un tas de drogueries, comme dit la Boétie. Des distractions, des jeux, des spectacles pour endormir le peuple, lui faire oublier sa liberté. Ils distribuent aussi de l'argent, de la nourriture. L'air de rien, ils ne rendent qu'une toute petite partie de ce qu'ils ont pris. Et bien sûr, il y a la propagande. Ils se donnent des grands titres comme père du peuple et se créent une image presque divine pour forcer le respect. Mais en fait, toutes ces ruses, ce n'est rien à côté de la force la plus puissante qui maintient les gens dans la servitude, une force invisible qui agit de génération en génération. C'est la coutume, l'habitude. Pour la Boétie, c'est clair, par nature, on est fait pour être libre. Mais la coutume, elle, nous déforme. Les gens qui naissent sous un tyran, qui grandissent dans la servitude, ils finissent par trouver ça normal. Ils n'ont jamais connu autre chose, donc ils ne se posent même pas la question de leurs droits. L'obéissance devient comme une seconde nature, plus forte que notre instinct de liberté originel. On arrive au moment le plus fort de l'analyse, la solution que propose la Boétie. Et vous allez voir, elle est d'une simplicité incroyable, et surtout, elle est non violente. La première chose à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre les armes. On oublie la force brute, ce n'est pas ça la solution. Il ne s'agit même pas de le bousculer ou de le pousser. Non, la clé de la liberté, elle est ailleurs. C'est un acte beaucoup plus simple. Et voilà, c'est cette phrase qui résume tout, c'est le cœur de sa pensée. La liberté, ce n'est pas un truc à aller conquérir par la force, c'est une décision à prendre, ici et maintenant. La logique est implacable, en fait. Si le pouvoir du tyran vient uniquement du soutien qu'on lui donne, eh bien il suffit d'arrêter de le soutenir. C'est aussi simple que ça. Arrêter de lui donner des mains pour frapper, des yeux pour espionner, il suffit de dire non. L'image qu'il utilise est géniale. Le tyran, c'est comme un colosse immense, une statue géante. Mais cette statue repose sur un tout petit piédestal, notre consentement. Si on retire ce socle, eh bien le colosse s'effondre tout seul, sous son propre poids. Pas même besoin de le pousser. Pour finir, jetons un œil au destin incroyable de cette idée, et à son auteur, ce jeune homme qui a écrit un texte qui continue de nous parler des siècles plus tard. Il y a un vrai mystère autour de la Boétie lui-même, parce que le jeune homme qui a écrit ce brûlot révolutionnaire est devenu plus tard un magistrat respectable qui demandait une répression féroce des révoltes populaires. C'est un paradoxe qui fascine encore les historiens aujourd'hui. Mais le destin du texte, lui, est encore plus faux. Il a été utilisé comme un pamphlet par les protestants, puis a été redécouvert à chaque grande époque de lutte contre l'oppression. Les républicains du 19e siècle, les anarchistes du 20e, aujourd'hui c'est devenu un texte de référence pour tous les mouvements de désobéissance civile non violente. Finalement, la grande leçon de la Boétie, c'est peut-être ça. Aucune domination n'est une fatalité.
Le pouvoir politique, même le plus brutal, repose toujours sur une fondation très fragile, notre consentement, notre acceptation. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une dernière question, une question qui transforme cette analyse du XVIe siècle en un miroir pour nous aujourd'hui. En regardant autour de nous, à quel pouvoir donnons-nous notre accord, peut-être sans même nous en rendre compte? Quelles sont les chaînes invisibles qu'on continue de forger nous-mêmes? La question, évidemment, reste ouverte.